Dans la même veine que l'intervention de Trayenko, nous avons également le privilège de donner la parole à Landry Ninteretse, qui est directeur régional pour 350 Afrique et activiste environnemental, pacificateur et panafricaniste originaire du Burundi. Landry va nous parler du cas du projet ICOP en Afrique de l'Est, contre lesquels nous faisons également campagne. Ce projet, qui est un projet de méga pipeline, porte également atteinte aux populations locales. Plusieurs militants ougandais ont d'ailleurs récemment fait l'objet d'arrestations pour leur lutte contre ce projet de Total. Landry va nous en parler et ainsi nous permettre d'aborder le sujet à travers de la France-Afrique, et qui est aujourd'hui la forme la plus vieille et probante de l'impérialisme de Total et de son soutien par la France dans le monde. Landry, merci pour ta parole. Merci Soraya, merci à tout le monde, bonsoir. Je vous remercie d'abord pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Merci d'être nombreuses à nous écouter ce soir pour cet échange. D'emblée, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le EACOP, East African Crude Oil Pipeline, j'aimerais faire un petit aperçu historique. Je sais que ça a été par les interlocuteurs précédents, mais je voudrais vous dire que l'entreprise Total, c'est l'une des multinationales qui est vraiment au cœur, bien au cœur de la France-Afrique, du système France-Afrique, aussi que de la même manière que Bouygues, Bolloré et les autres grandes multinationales françaises qui non seulement opèrent sur le continent en détruisant la nature, les sociétés, les écosystèmes, mais surtout en entraînant des ravages et des conflits tels que l'intervenant précédent l'a dit, comme au Yémen, en Afrique de l'Est ou au Mozambique. Et cela s'inscrit dans la ligne, je dirais, historique tracée par les autorités françaises dès après les indépendances, la période des années 60, où, par exemple, le général de Gaulle déclarait dans une conférence de presse en septembre 61 que notre ligne, je cite, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Et quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert et que nous découvrirons. Ça, c'est le propos du chef de l'État de Gaulle en 61. Alors, s'inspirant de cette logique de maintenir, je dirais, la souveraineté énergétique de la France à tout prix, les entreprises comme Total, dès les années 60, se sont lancées dans une vaste opération d'exploration et de découverte de puits pétroliers, que ce soit en Afrique du Nord, les pays comme l'Algérie, la Libye, et en descendant progressivement vers l'Afrique occidentale, le Nigeria et l'Afrique centrale. Et ce sont l'entreprise comme Total, à l'époque ELF, a pris une position centrale dans l'exploitation pétrolière. Et cela, ça est passé malheureusement à travers de contrats très opaques, inaccessibles au public, évidemment des collaborations et des soutiens très étroits avec les régimes peu démocratiques, voire même autoritaires de l'époque dans certains de ces pays comme le Cameroun, l'Angola, le Gabon et le Congo-Brazzaville. Peut-être certains d'entre vous se souviennent du conflit ou de la guerre civile qui a éclaté dans le Congo-Brazzaville au milieu des années 90. C'était justement pour permettre au chef de l'État qui était plus favorable aux intérêts de ELF à l'époque de prendre le pouvoir. Et dans l'excellent ouvrage de l'un des nôtres, il a pu documenter certaines de ces pratiques-là. On a parlé de corruption, on a parlé de vente d'armes, travail forcé, complicité dans les crimes, trafic d'influence, etc. Ce sont des pratiques qui ont accompagné les opérations de Total tout au long de cette histoire. C'est une histoire vieille de plus de 60 ans et qui malheureusement reste d'actualité, comme on va le voir tout de suite avec le cas de l'ICOP. Alors, qu'est-ce que c'est l'ICOP? C'est un projet qui démarre il y a presque un peu plus d'une quinzaine d'années. Pas l'ICOP en soi, mais le projet, je dirais, pétrolier en Afrique de l'Est, plus précisément en Ouganda et en Tanzanie. Les méga projets pétroliers de Total et de Snook dans cette région sont articulés en deux projets. Le projet Tilenga, qui consiste en forage et exploitation de puits de pétrole, plus de 400 puits de pétrole dans la partie ouest de ce pays, de l'Ouganda, de la région
occidentale de l'Ouganda, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo, et c'est au cœur d'une réserve protégée. On peut imaginer le parc comme le parc national de la France, comme c'est pas moi, Verdon ou la Vanoise, qui voit des opérations d'exploitation de forage s'y dérouler. Et pas seulement le forage et ses puits, mais la construction d'un pipeline géant de plus de 1500 km qui va longer les côtes, la côte occidentale ougandaise jusqu'en Tanzanie, en longeant le lac Victoria, l'un des lacs le plus vaste d'Afrique, qui permet à plus de 40 millions de population de survivre à travers diverses sources de revenus. Et c'est tout simplement un scénario, je dirais, inimaginable, impensable à l'heure actuelle, qu'un tel projet soit envisagé et soit poussé, soit soutenu au plus haut niveau, non seulement par Total, mais également par les autorités françaises au plus haut niveau, comme on va le voir dans la deuxième partie de cette présentation. Alors, ce sont des projets, que ce soit le projet Tilenga, donc le forage, et le pipeline, qui entraînent des déplacements massifs de population. Ce sont des communautés rurales, pour la plupart, qui vivent de l'agriculture de subsistance, un peu aussi de la pêche. Certains vivent un peu de tourisme, le tourisme local, écotourisme, et d'autres petites activités de subsistance pour ces populations-là. Mais aujourd'hui, à cause de ces activités, on estime à plus de 100 000 le nombre de personnes aujourd'hui qui sont obligés d'être qui sont déplacés, donc obligés d'être évacués de leur terre ancestrale vers de nouvelles terres, et dans un contexte aussi de compensation et d'indemnisation presque opaque, parce que la plupart ont fait l'objet de multiples pressions pour céder leur terre, et d'autres ont reçu des compensations presque insignifiantes, et également d'autres n'ont pas encore eu, mais ont été obligés de céder leur terre, d'après les témoignages que notre organisation et les organisations partenaires, que ce soit en Ouganda ou ailleurs, ont pu collecter. En parlant d'oppression, Soraya a mentionné tout à l'heure les menaces et les pressions auxquelles font face nos camarades sur le terrain qui luttent contre les deux projets pétroliers. Récemment, on a dû intervenir d'urgence vraiment pour secourir le personnel. 6 membres du personnel de notre principale organisation en Ouganda ont été arrêtés pendant plus de 48 heures et ont été secourus suite à la pression et au bruit qui a été fait pour obtenir leur libération. De même, quelques leaders communautaires qui, en 2018-19, étaient venus en France dans le cadre d'un procès qui a été intenté par les Amis de la Terre, Survie et d'autres partenaires, lorsqu'ils sont retournés à la maison, lorsqu'ils sont retournés dans leur village, ont également fait l'objet de pression, d'intimidation, et certains ont dû obligés de fuir. C'est dire combien aujourd'hui il est dangereux pour un Ougandais ou un Tanzanien, un Africain de l'Est en général, d'oser lever la voix contre ces projets. C'est extrêmement dangereux parce que l'état, je dirais, de la liberté de la presse ou de la situation des droits humains en général est plutôt laisse à désirer. Et il se fait que ce projet sont considérés comme un peu des projets personnels par les deux chefs d'État de ces deux pays, et ne tolèrent aucune voix, aucune critique par rapport à cela. Alors, parlons de quelques des risques qui comportent ces projets. Ils sont de plusieurs natures. Évidemment, la biodiversité des espaces concernés par et le forage et le pipeline, parce que je dis que ça traverse l'air protégé qui regorge des espèces faunistiques et floristiques rares qui sont en voie de disparition et qui évidemment devraient disparaître si jamais ce pipeline était construit. Ça, c'est de un, avec toutes les pertes que l'État ougandais
va avoir, parce que le tourisme, quand même, ça constitue un secteur important en matière d'entrée de devises. Également, les risques au niveau des émissions au niveau environnemental, parce que si jamais le pipeline commence à fonctionner, on estime à plus de 34 millions de tonnes de CO2 la quantité d'émissions que le pipeline va dégager. Évidemment, ici, on ne parle pas de destruction des écosystèmes et également des risques je dirais, d'explosion du pipeline. Ce sont des accidents qui peuvent toujours arriver dans un contexte pareil où, malheureusement, les pauvres communautés ne sont pas à l'abri d'une explosion de l'éolique et avec toutes les conséquences au niveau de la pollution que cela peut avoir. Parlons brièvement des complicités que Total obtient pour avancer à ces projets dans cette partie de l'Afrique. Je dois dire que nos collègues des Amis de la Terre, Survie et l'Observatoire des multinationales ont récemment publié un rapport justement qui documente les liens très étroits qui existent aujourd'hui entre l'Élysée, le Quai d'Orsay, l'ambassade l'ambassade française, oui, à Kampala, et également à Dar es Salaam, ainsi que comment on appelle ça, l'ancien centre culturel, je crois qu'on appelle maintenant l'Institut français justement, qui font un travail de lobbying, un travail de persuasion pour s'assurer que ces projets aient une bonne presse, une bonne visibilité auprès de l'opinion locale, tout en faisant tout pour cacher ou mettre ne pas permettre l'expression de voix opposées, de voix de résistance, de voix qui s'opposent à ce projet. Ils ont mis en place de multiples mécanismes d'influence et de soutien qui aujourd'hui permettent à Total de continuer d'avancer. Et qu'est-ce que nous faisons, nous, au niveau de 350.org, c'est que nous travaillons d'abord avec les communautés locales et les associations de la société civile, les ONG, dans un contexte, je dois le dire, pas très facile parce que chaque fois, ils risquent l'arrestation, ils risquent les tortures, ils risquent la détention ou même l'exil. Mais nous les soutenons pour maintenir des activités de mobilisation, de résistance. Nous élevons cette campagne au niveau des médias pour que ce soit connu, hein, parce qu'on se rend compte que la plupart de ces luttes n'obtiennent pas, je dirais, de couverture dans la presse, dans la grande presse, mais nous faisons autant que possible pour que ces luttes puissent être connues du monde entier et surtout au niveau global. Et nous essayons aussi de connecter ces communautés en travaillant avec les autres partenaires au niveau local et international pour exposer les ravages, les mauvaises pratiques, la corruption et les scandales qui sont toujours derrière de tels projets. Et nous, au niveau de 350, nous comptons évidemment sur le pouvoir du peuple, le people power, pour qu'ensemble, en exposant de telles pratiques, en mettant à jour les vérités, en amenant les citoyens concernés comme vous à connaître ces projets et à faire pression non seulement sur l'entreprise elle-même, mais également ses financiers. Je crois qu'on en va parler dans la partie tout à l'heure. L'aspect financier, c'est très important. Mais je dois dire, pour conclure, qu'un des aspects de notre campagne qui nous encourage aujourd'hui, c'est que sur les 25 banques qui avaient été approchées pour financer le pipeline, aujourd'hui, nous avons 12 qui sont désistés. Et parmi les 12, je crois qu'il y a 3 banques françaises, BNP Paribas, je pense Société Crédit Agricole, et une autre, peut-être que j'oublie que je pouvais retrouver, mais il y a 3 banques qui, aujourd'hui, ont pris leur distance avec le projet. Donc, ça, c'est encourageant, mais nous avons encore du chemin à faire. Il nous reste encore 13, plus les assureurs, plus les autres, pour s'assurer que ce projet désastreux sur le plan humain, environnemental, écologique et climatique ne voit tout simplement le jour. Voilà, je vais m'arrêter là pour passer la parole, je pense, à quelqu'un d'autre. On pourra venir au niveau des questions. Merci à toi, Soraya. Super, merci beaucoup, vraiment.